Emmanuel Faber, bonjour. Vous avez passé votre enfance dans les montagnes du Champsaur, autour de Gap. Vous allez souvent en montagne, vous faites beaucoup d'escalade. Après HEC, vous avez débuté une carrière classique de jeune cadre, cabinet conseil chez Ben & Company, banque d'affaires, Barings, avant d'entrer dans l'industrie chez Legris. En 1997, vous avez rejoint Danone, débauché par Franck Ribou, patron iconoclaste dans une entreprise incroyable, selon vos propres termes, qui cherche à réconcilier le business et le social, dans la droite ligne de son père, Antoine Ribou, le fondateur du groupe. Un choix fort de votre part, et ce qui s'explique qu'on a mieux compris après, parce qu'il y avait une écharde dans votre vie, que vous avez dévoilée en 2016 devant les étudiants d'HEC. Votre frère Dominique, diagnostiqué schizophrène, qui finalement a révolutionné votre vie en vous faisant découvrir l'amitié des SDF, jusqu'à aller dormir avec eux. Et vous avez aussi séjourné dans les bidonvilles de Delhi, de Jakarta ou à la jungle de Calais. Vous avez été très marqué par le choix des pauvres de Saint François d'Assise. Et vous avez notamment créé, dans le cadre de Danone, la première entreprise de social business au Bangladesh, avec Muhammad Younous, le pionnier du microcrédit. Vous avez aussi créé l'Action Tank Entreprise et Pauvreté avec Martin Hirsch, qui était alors haut commissaire à la solidarité, qui est maintenant patron des hôpitaux de Paris, pour permettre à des publics fragiles d'accéder à des produits et services essentiels à un coût peu élevé. On s'est rencontrés cette semaine pour en parler d'ailleurs. Vous avez multiplié les initiatives en mobilisant vos pairs pour des projets environnementaux et sociaux. En juin 2020, vous avez vécu votre consécration en obtenant avec plus de 99% de soutien des actionnaires, la transformation de Danone en entreprise à mission, la première société cotée à obtenir ce statut créé par la loi cadre, la loi Pacte. Et en mars dernier, brusque retournement, les membres de votre conseil vous ont évincé, critiquant les mauvaises performances du groupe. Les mauvaises langues vous reprochaient d'avoir confondu entreprise et ONG, et d'autres avoir passé trop de temps à parader à l'Élysée. Je cite des propos qu'on aurait prêtés à des personnes autour de vous. Et depuis un mois, vous avez rejoint Astanor, un fonds à impact qui veut contribuer à la révolution alimentaire. Alors le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est le courage à contre-courant, parce qu'on peut dire que le contre-courant, ça vous connaît. Est-ce qu'on peut dire que pendant 7 ans, vous avez nagé à contre-courant à la tête de Danone ? Bon, merci Vincent. Merci de m'accueillir à vous tous, vous toutes. Oui et non, en fait. Parce que la réalité est toujours plus complexe qu'elle ne le paraît, sans doute. Et moi, je suis plutôt quelqu'un de la montagne que des éléments liquides. Mais dans des courants et des contre-courants, il y a des mouvements qui s'opposent, il y a des mouvements qui se croisent. Et tout ce que j'ai essayé de faire, c'est simplement de ne pas perdre le cap de là où je pensais qu'il fallait qu'on aille, là où étaient mes convictions, non seulement pour l'entreprise, bien évidemment, mais aussi sur ce que j'estimais être juste. C'est la différence entre suivre le courant, c'est-à-dire ne pas naviguer, et naviguer avec un cap, c'est-à-dire jouer avec les éléments qui sont donnés, au-delà du courant, le vent et tout le reste. Enfin, je parle de choses que je connais assez mal. Mais c'est pour dire que, au contraire, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de déceler dans les grands courants les mouvements qui étaient parfois sous-jacents. Je ne sais pas si c'est des lames de fond, si c'est des mouvements. On écoutait tout à l'heure l'aventure du Rhône. Un fleuve, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est plein de choses. Et donc, j'ai simplement essayé de prendre ce qui était vivant à l'intérieur de ces mouvements pour faire des choses qui, parce qu'elles étaient fortes symboliquement, ont permis de donner à voir des caps, des perspectives qui étaient différentes de celles de, en effet, le grand courant.
Donc voilà, c'est plutôt ça, c'est d'avoir essayé de... Il y a des petites vagues, quoi. Vous commencez à nager dessus pour pouvoir les prendre, puis il y a des tsunamis que j'ai même pas, et qu'on a d'ailleurs, on pourra en parler, mais je pense personnellement que parmi ceux-là, il y a la question de la visée sociale de l'économie. Je l'ai dit publiquement, j'ai aucun mal à le redire aujourd'hui. De mon point de vue, il n'y aura plus d'économie de marché si elle n'a pas pour finalité une finalité sociale, la justice sociale. Ça, c'est un tsunami. Il n'est pas encore arrivé, mais moi, je le vois venir. Et donc, je ne sais pas encore où sont les courants et les contre-courants. Mais voilà. C'est cette navigation-là que j'ai essayé de pratiquer. Oui, alors à la fois, ça n'a pas été manifestement très, très simple. Il a fallu du courage. Effectivement, vous avez refusé toute augmentation pendant 7 ans durant lesquels vous étiez à la tête de Danone, et manifestement, ça passait mal auprès du Conseil. C'est une question ? C'est une question. Bah, vous avez la réponse, non ? Bah oui, parce que c'est intéressant, l'argent est intéressant. Moi, je suis parti en finance parce que je trouvais que on se mentait moins en finance que dans le marketing à HEC. Bah oui, c'est comme ça. Sauf que je me suis retrouvé à 25 ans embringué dans des OPA, à les conseiller, et je me suis aperçu que dans les conseils d'administration, on se servait des chiffres pour justifier en réalité des attitudes qui parfois étaient dictées par ces 3 grandes maladies de notre nature humaine, auxquelles j'ai fait référence à HEC en 2016, l'argent, la gloire et le pouvoir. J'ai vu des égos s'asseoir sur des questions de valorisation, j'ai vu des éléments de prestige ou d'argent, au contraire, trahir toute forme de raison de ce point de vue-là. Et c'est sans doute aussi parce que, en même temps, je vivais avec mon frère et autour de lui dans un monde qui me ramenait à une vraie forme de réalité que, du coup, à 26 ans, j'ai écrit un premier bouquin qui m'a servi d'ancrage, en fait, et qui m'a guidé dans la suite et dont je ne me suis jamais départi. Et donc, oui, sur l'argent, j'estime que, et c'est intéressant, d'ailleurs, la dernière fois que j'étais ici avec Cécile Renoir, on a parlé de ma rémunération, vous en reparlez de nouveau, décidément, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui n'avancent pas dans ce domaine. Bah oui, renoncer à 20 millions d'euros de retraite chapeau, c'est semble-t-il difficile, quand d'autres n'y ont pas renoncé, bien évidemment. Renoncer à demander à ne pas être augmenté quand tout le monde le demande, c'est compliqué pour des conseils d'administration dans lesquels il y a aussi des CEO qui, eux, ont été augmentés dans leur propre conseil d'administration. Mais on n'a qu'une seule vie. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis là parce que on essaye d'ouvrir une voie. Cette voie, si je reprends des choses avec lesquelles je suis plus familier, il y a plein de gens qui sont terrorisés par l'idée que cette voie débouche. Mais chaque fois que des pionniers y vont et qu'on ouvre une longueur de plus, eh ben, ça simplifie la vie de ceux qui s'y engagent après. C'est ça qui est important, c'est tout. Voilà, donc l'argent est intéressant parce qu'il est en fait, je trouve, un succès d'année, une synthèse assez simple de notre rapport au monde et à la réalité. Donc c'est vrai que c'est forcément là que ça urtique le plus, si je puis dire. Mais quand vous discutez avec vos pairs sur ces questions-là, ils vous disent t'es complètement fou ou finalement t'as raison? Non, mais d'abord, c'est intéressant ce que vous dites. Moi, je ne sais pas qui sont mes pairs. Bah, c'est quand même les non, autres. Non, moi je suis pas. Non, moi je me définis pas comme un patron du CAC 40. C'est une fonction, c'est une mission, c'est une mission. Mais aucun d'eux d'ailleurs ne pourrait se définir comme ça. Je l'espère pour eux. Ceux qui se définissent comme ça, on voit où ça mène d'ailleurs. Donc, juste après la crise de 2008, ouais. J'ai rencontré tous nos grands actionnaires dans le but de les convaincre qu'on puisse créer un fonds de protection de l'écosystème des petits jobs autour de Danone. Et pour ça, on avait besoin de prélever 100 millions d'euros dans les profits d'entreprise. Ce n'était pas une année record, l'année 2008, compte tenu de la crise. On a eu 98% d'approbation. Mais au passage, c'était le bon moment pour interroger ces personnes qui, engagées dans la finance, voyaient les conséquences d'un certain nombre de ces excès. Et bien sûr qu'en leur âme et conscience, je veux dire, il n'y a pas des gens bien et des gens pas bien. Je pense qu'il y a des chemins de conscience. Il y a des gens qui sont juste
comme je le disais, terrorisés pour des raisons de chemin de conscience qui ne sont pas terminées, qui sont à faire par l'idée de perdre des acquis, des avantages collatéraux, enfin tout un tas de trucs qui gravitent avec tout ça. Moi, j'ai d'une certaine façon la chance d'avoir vécu à côté de quelqu'un qui me ramenait en permanence à autre chose. Donc mes discussions avec mes pairs, elles ont aussi, comme vous dites, elles ont aussi été colorées par l'aventure de chacun. Et je me souviens très bien qu'à la fin de l'année 2008, il y avait des financiers qui s'interrogeaient vraiment sur leur métier et le sens de ce métier, quoi, avec des formes de prise de conscience, d'une certaine façon de conversion. Je parle de conversion, non pas au sens forcément spirituel du terme, mais puisque le mot de courage est important pour les discussions d'aujourd'hui, le courage, la racine étymologique, c'est le cœur. Et donc voilà, il y a brusquement des éléments de prise de conscience. Je pense qu'en face de la crise climatique, de la crise sociale qui est en train d'arriver, il y a des prises de conscience. Est-ce qu'elles font suffisamment système intérieur pour que ça provoque la capacité à mettre ça en action? Eh bien, pas suffisamment visiblement. Mais de nouveau, je reviens sur cette question. Je vois des gens qui s'engagent sur cette voie-là. Je pense que la sortie, elle est par le haut. De nouveau, plein de choses, y compris en nous d'ailleurs, sont terrorisées à l'idée qu'elle va sortir, qu'on va y arriver. Mais en même temps, chaque fois qu'on y va, ça simplifie la vie des autres pour y aller derrière, quoi. Ça vous vient d'où? On dit que quand vous aviez 3 ans, vous aviez engueulé une femme qui donnait une baffe à son gamin en disant vous n'avez pas le droit, les grands n'ont pas le droit de taper les enfants. Vous avez lu ma biographie avant moi alors? Vous avez l'esprit de contradiction en soi? Non, je ne crois pas, non. Enfin, non, je ne pense pas. Je ne vais pas vous redire ce que je viens de dire. Je pense simplement que j'ai des convictions qui sont fortes. Mon engagement, c'est d'essayer de vivre en cohérence avec ces convictions. Donc, quand je me retrouve dans des situations où j'ai du pouvoir, parce qu'on me le confie, je ne me sers pas de ce pouvoir juste pour gérer du statu quo et pour que ce pouvoir dure, je m'en sers pour le mettre au service de convictions. Et c'est ce que moi j'appelle le leadership, c'est-à-dire être prêt à mettre en risque son propre pouvoir parce qu'il y a quelque chose de plus grand et qu'on met au service d'une conviction. Bon ben voilà, c'est comme ça que je suis construit et c'est comme ça que je vais essayer de continuer, je ne sais pas vivre autrement d'ailleurs. Voilà. C'est-à-dire que est-ce que le rôle d'un chef d'entreprise, c'est un peu d'être un peu prophétique? Ou est-ce que c'est trop comme terme? Je pense que c'est trop. Dans mes propres termes, de nouveau, je vais reprendre des choses que j'ai déjà dites et écrites il y a plus de 10 ans, mais elles sont vraies tous les jours. Pour moi, un dirigeant d'entreprise a à la fois un droit absolu au pragmatisme et un devoir absolu d'utopie. Oui. Utopie, le terme est fort quand même, parce que oui, c'est quand même... mais d'utopie. D'utopie, c'est-à-dire un lieu qui n'existe pas, d'avoir une visée qui est une visée qui transforme le monde. Pardon, mais quand Gilbert Trigano crée le Club Med, c'est une utopie. Quand de grands entrepreneurs créent ce que sont aujourd'hui les grandes entreprises, l'accès des personnes à la condition de la grande consommation et donc l'émergence des classes moyennes, ça crée et ça consolide de la démocratie. Quand je parle de justice sociale et quand je dis qu'il n'y aura pas de transition climatique sans transition sociale, c'est une forme d'utopie. Mais la question, c'est la finalité de ce que nous poursuivons. C'est ça qui dicte l'action tous les jours. Et en même temps, une forme de pragmatisme. Quand on parle de performance, ça me fait quand même bien rigoler, quoi. Le conseil m'a confié les rênes de l'entreprise en 2014. Les résultats en 2014, que ce soit la croissance, la marge ou les résultats nets, étaient inférieurs à ceux de 2008. Donc il était urgent de faire quelque chose. Donc on a mis en effet l'entreprise sous tension, très pragmatiquement, avec une progression des résultats qui n'a jamais été aussi forte que pendant cette période-là, jusqu'à la crise de la pandémie. Mais ça se fait, ça n'a de sens que si on montre une direction et sur pourquoi on le fait. C'est-à-dire qu'au même moment, cette mise en tension, elle correspond à un narratif qu'on pose qui dit il y a une révolution de l'alimentation, on est en train de la subir, maintenant on va en être acteur. Le prix à payer pour en être acteur et pour la résilience de l'entreprise, c'est ça, ça, ça et ça. Donc cette tension justement entre la vision et la mise en œuvre, je pense qu'elle est... C'est même pas quand je dis il y a un devoir d'utopie, je pense qu'il y a même un devoir à l'égard de l'entreprise.
Quand Danone devient entreprise à mission, avec, comme vous l'avez dit, le soutien quasi total de ses actionnaires, 6 mois après, sans qu'on ait fait quoi que ce soit, l'entreprise fait un bond de 20 places dans le classement des 50 premières entreprises préférées des étudiants en France. Quand au même moment, et alors d'ailleurs un an après, numéro 1, l'étude qui est sortie il y a 6 semaines. Quand au même moment, une très grande entreprise de l'énergie n'arrive pas à s'implanter sur le campus de Polytechnique, parce que les étudiants n'en veulent pas, mais ça dit simplement une chose. Soit on pense que les ressources humaines, quel terrible mot, mais en tout cas les personnes et ces jeunes sont fondamentaux pour l'avenir de l'entreprise de demain, et on réalise que cette utopie, elle est juste en pratique, elle crée de la valeur pour l'entreprise. Soit on croit que les étudiants disent n'importe quoi dans leur classement, qu'ils ne comprennent rien à rien et que de toute façon, c'est pas grave de ne pas les avoir. Bon, on peut aussi avoir cette vision-là. Il faut juste choisir et être cohérent. Donc, le lien entre l'utopie et l'exécution et la mise en œuvre tous les jours, c'est fondamental, en particulier, vous le disiez tout à l'heure, dans une période où la crise climatique est en train de révolutionner la vitesse à laquelle il faut que nous nous transformions. Est-ce que un chef d'entreprise, il doit faire des compromis ? Oui, absolument. Je dirais même, je pense qu'il ne peut faire que des compromis. On ne dirige pas de l'action collective sans faire autre chose que des compromis. Le grand enjeu, c'est que ces compromis ne soient pas des compromissions. Donc, ça nécessite du courage. Ça nécessite déjà d'avoir des principes. Ça veut pas, des principes, c'est pas des trucs dans lesquels, c'est pas un truc rigide. Hein. Ça veut simplement dire une colonne vertébrale intérieur qui vous dit, qui est capable de vous guider, d'être des forces de rappel, qui fait que dans l'adversité, on ne va pas plus loin que simplement là où on pense qu'il est juste d'aller. Donc les principes, c'est à ça que ça sert. De mon point de vue, hein, je partage que juste ma petite vision des choses. Mais du coup, c'est ce qui fait que je crois être très très vigilant. Et je pense que c'est nécessaire de l'être en réalité, hein, quand vous êtes en situation de responsabilité collective importante, à ce que les compromis et les compromissions soient très très clairement délimités. Des compromis toujours, c'est obligatoire et c'est ça qui fait avancer les choses. Des compromissions, jamais, on n'a qu'une seule vie et moi je sais où je trace mes limites. Qu'est-ce qui requiert le plus de courage comme chef d'entreprise ? C'est définir un cap et de s'y tenir? Est-ce que c'est choisir les bonnes personnes? C'est penser contre les habitudes? C'est rompre avec les anciennes pratiques? Je pense que c'est des éléments de management et c'est vrai dans les conseils d'ailleurs comme dans les équipes. C'est savoir se séparer à temps des personnes, renouveler à temps les équipes, veiller à leur diversité. C'est tellement facile de s'entourer de gens qui vous ressemblent. Et je pense que c'est une des erreurs que moi j'ai faites dans ce conseil d'administration, c'est de ne pas avoir été beaucoup plus ferme avec les gens qui s'étaient engagés à le quitter et qui, pour des raisons liées aux acquis sociaux, on va dire, de ces fonctions, se sont débrouillés pour y rester. C'est une vraie erreur d'évaluation de ma part. Et j'ai toujours, mais pourtant, hein, j'ai toujours vu combien le courage managérial qui consiste à s'adresser aux personnes dans la vérité, c'est compliqué la vérité, hein, parce qu'il faut, c'est quoi, comment on la partage, comment on l'a dit, comment on l'a fait émerger, de la façon dont leur fonction ou leur mission dans l'équipe et dans l'entreprise est compatible avec le projet collectif de cette équipe ou de cette entreprise, et là où elles-mêmes en sont. Ça, moi, je trouve que c'est les décisions les plus compliquées. En tout cas, non, qui nécessitent, entre guillemets, plus de courage, celles que je trouve les plus difficiles à prendre. La vérité, c'est qu'en fait, les décisions, de ce point de vue-là, elles se prennent bien avant. C'est-à-dire que c'est au moment du recrutement et du choix. Hein. Quand on en est amené à dire à une personne qu'elle n'est plus au bon endroit, c'est, de mon point de vue, un échec managérial. Ce n'est pas un échec de cette personne. Hein. Est-ce qu'on peut dire que, c'est un peu provocateur, est-ce qu'on peut dire que le conseil a eu du courage en vous débarquant?
parce que vous n'étiez plus la bonne personne pour le bon... Je sais pas, ça a l'air de faire rire, mais peut-être qu'on peut le dire. Oui, vous savez, on a dit tellement de conneries que pourquoi pas celle-là, oui. Pardon, ouais. Juste pour être plus sérieux un instant là-dessus. Non, parce que vous dites il s'agit à un moment de pouvoir se séparer des personnes qui sont plus adaptées au temps nouveau, disons. C'est une question. Alors, on dit ouais. Vous étiez trop solitaire, vous n'étiez pas assez axé sur le marketing. Effectivement, là, vous avez fait une petite pique envers le marketing. C'est faux, c'est vrai, c'est faux. Non mais on est con, enfin vous le savez, c'est pour ça que je me permets de parler de conneries, en l'occurrence je ne vise personne. Mais on a dit c'est exactement le langage choisi, disséminé, distillé, avec des gens payés pour ça dans la campagne de diffamation qui a permis mon éviction. On a dit aussi qu'il y avait, je sais pas, j'ai mis un petit badge salarié sur LinkedIn en remerciant toutes les équipes d'avoir grandi au milieu d'elles pendant 25 ans. C'était mon badge de 1997, quand je l'ai rendu. Voilà, il avait été vu 3 millions de fois sur LinkedIn. Donc, on a dit ça aussi. Donc, on a dit plein de choses. Ce qui est important, je pense, si on veut construire pour l'avenir, et notamment pour ne pas décourager tous ceux qui sont engagés dans cette voie qui va sortir, un de ces quatre, qu'on est en train tous d'ouvrir, très nombreux, c'est que le chapitre un peu tristounet de l'histoire de Danone, ce chapitre-là ne se termine pas le 15 mars, il se termine le 29 juillet. Puisque ce que, de nouveau, certains membres du Conseil, pour des raisons d'intérêt personnel, alors que je pense profondément que plus vous avez des responsabilités, moins vous devez avoir de collusion avec vos intérêts personnels, j'en suis fondamentalement persuadé. C'est aussi les raisons pour lesquelles je n'ai jamais voulu d'augmentation de salaire. C'est pour la raison pour laquelle je me suis débarrassé de l'excédent d'argent que ce système m'attribuait pour des raisons que je trouve illégitimes de ce point de vue-là, parce qu'elles sont excessives. C'est la raison pour laquelle j'ai refusé ma retraite chapeau. J'ai refusé mes indemnités de départ. Voilà, ça me permet de sortir de Danone. Ça me coûte 0 à l'entreprise. 0. Et je ne le regrette pas. Je pense que c'est très bien comme ça et que cet argent aura été utilisé à des choses beaucoup plus utiles qu'à me payer moi. Donc, une fois qu'on a posé tout ça, pour moi, ce qui est important de repérer, c'est que de s'être compromis avec des activistes ultra minoritaires dans un but précis qui visait la question du pouvoir au sein de l'entreprise. Le coût payé pour la déstabilisation de ce conseil s'est retrouvé, je l'ai dit, à l'Assemblée nationale en situation de mort clinique, c'est-à-dire incapable d'assurer la défense de l'entreprise, car totalement décrédibilisé à l'égard des grands actionnaires qui ont été sidérés par cette décision, à tel point que le chapitre se clôt le 29 juillet avec la démission totale du conseil sous pression des grands actionnaires, habillé avec tout ce qu'il faut bien sûr sur les éléments de langage, ça va de soi. Mais la totalité, à l'exception du nouveau président qui est arrivé, qui a eu de la lumière, bon voilà. Mais en dehors de ça, tout le monde démissionne. Non mais je dis ça parce que c'est important pour dire que au bout d'un moment, c'est compliqué d'aller contre les vagues de fond. Or, entreprise à mission, c'était une décision des actionnaires. Tout ce qu'on a fait, la stratégie sur le végétal, etc., c'est une décision qui a été accompagnée par les actionnaires. Donc il y a un moment où les logiques personnelles s'effacent derrière les logiques collectives. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'endroit où on arrête l'histoire. Donc j'espère vraiment que ce qui va se construire pour Danone, c'est une entreprise extraordinaire, va permettre de reconstruire à partir de tout ça. Donc voir loin, c'est pas incompatible avec des marchés financiers dont les opérateurs sont notamment rémunérés sur le court terme, ou au moins être en phase avec le courant, parce que finalement quand on est opérateur sur le marché financier, il faut être dans le courant, quoi. Oui, c'est clair. Et de nouveau, ce que je disais sur le contre-courant s'applique aussi au marché financier, puisque pour moi, un des impératifs, c'était que le double projet économique et social d'Antoine Riboud, qui courait sur son air depuis un certain temps, il était urgent de le réactualiser, de le revivifier à l'intérieur même de l'entreprise. C'est pour ça qu'on a donné une action à tous les salariés, 100 000 salariés. On est prélevé sur les 25 millions de retraite chapeau. Oui, au passage. Vous avez renoncé, oui. On a dit peut-être, ou on ne l'a pas dit, mais peu importe. Mais oui, simplement, oui, on a fait ça. On a fait la consultation des salariés. On a mis en place entreprise à mission, le projet Bicorp. Tout un tas de choses de ce point de vue-là qui remettent dans le 21e siècle en fait ce projet que je trouve absolument incroyable, ce projet fondateur. Bon.
tout ça, les actionnaires l'ont accompagné. Et je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il y a des marges de manœuvre. Il est faux de dire que les dirigeants de grandes entreprises sont sous le diktat des marchés. Ils sont sous le diktat, en grande partie, des intérêts qu'eux-mêmes ont à ce que le cours de bourse, la satisfaction des actionnaires, etc., se crée. Mais ça, c'est un autre problème. Donc oui, il y a des marges de manœuvre, donc c'est possible. Simplement, ça a des limites. C'est vrai, ça a des limites. Et du coup, ça dit une chose, je trouve ça intéressant. On a été la première entreprise, la seule pour l'instant, et le Conseil l'avait complètement accepté à l'époque, à publier un résultat net par action ajusté de la charge des émissions carbone de l'entreprise, y compris de l'agriculture, de la totalité du cycle. Et c'est très, très intéressant, ça a créé des discussions super intéressantes autour de la nécessité de régénérer l'agriculture, parce que demain, il n'y aura plus d'agriculture si le carbone, au lieu de l'émettre du sol, on ne le remet pas dedans, puisque c'est 60% de la nourriture organique du sol, matière organique du sol. Mais l'absence de métriques normées sur c'est quoi une émission carbone, combien ça vaut, etc., fait qu'on a été quasiment les seuls. Et qu'on l'a vu à la COP26, le bruit du greenwashing devient d'autant plus inacceptable socialement, sociétalement, économiquement, qu'on voit bien que par ailleurs, la crise climatique arrive, l'agriculture en est d'ailleurs la première victime, et qu'il est impératif d'avancer. Du coup, à la COP26, une annonce qui est passée assez inaperçue, c'est que les normes comptables vont évoluer en intégrant, entre autres, une norme standard mondiale sur le climat, qui va faire qu'on va pouvoir se comparer, arrêter de faire des déclarations, des métriques, etc., où chacun fait sa petite sauce, et à la limite c'est très bien, puisqu'on ne peut pas faire autrement, mais il est impératif que ça devienne systémique. Et je mentionne ça parce que pour moi, c'est une étape clé dans la capacité de la finance à se remettre en synchronisation avec les besoins de l'économie réelle pour assurer cette transition climatique et sociale. Donc, on avait sans doute 2 ans d'avance, mais 2 ans, c'est peu à cette échelle-là. Dans 2 ans, dans un an à peu près, ces normes seront en place en Europe et elles commenceront à se mettre en place au niveau international. Et donc ça, c'est vraiment, on change de paradigme quand on fait ça, et c'est nécessaire, je crois, pour maintenant être capable de répondre à l'échelle à votre interrogation, c'est est-ce qu'il est possible d'aller contre le courant? Maintenant, la finance pourra aller dans ce courant-là. Vous disiez à l'instant que c'est un autre problème, la question des intérêts personnels des membres du Conseil, c'est quand même un vrai problème. C'est-à-dire que structurellement, dans la construction de la gouvernance du capitalisme, disons, je ne sais pas comment dire, quel terme utiliser, c'est une vraie question quand même. Si des gens, pour leur intérêt personnel, aboutissent à des choix qui sont néfastes. Mais on le fait tous. Il faut être lucide. De nouveau, il n'y a pas de gentil et de méchant dans cette affaire. C'est une question de niveau de conscience. On le fait tous. Et je pense qu'il y a une vraie réforme à mener sur la gouvernance des entreprises, parce que l'urgence climatique et sociale est là. Les actionnaires, je viens de le dire, sont en train de s'organiser. Il va falloir que la gouvernance des entreprises s'y mette d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et donc, après, c'est vraiment la question de chacun de se positionner. Moi, j'estime que les systèmes de rémunération en place sont inflationnistes. J'ai expliqué pourquoi, je ne vais pas le refaire ici. On n'a sûrement pas le temps de le faire. Mais si chacun ne prend pas les dispositions qu'il ou elle estime s'imposer pour se libérer de ces conflits d'intérêts, je pense qu'on a un problème. Moi, personnellement, j'ai refusé d'être dans aucun autre conseil d'administration. Je n'ai jamais détenu d'autres actions que des actions Danone pendant les 25 ans pendant lesquels j'ai travaillé pour Danone. Parce que c'est comme ça, j'essaye d'être cohérent. Bon, voilà, j'espère que ça réveille quelques consciences, tant mieux si c'est le cas. Mais je comprends très bien que ça puisse inquiéter d'autres formes de conscience, oui. De quoi vous êtes le plus fier ? Je suis fier de rien, moi. Je suis content de plein de choses, mais fier de rien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous avez bien compris que votre départ de Danone probablement a rendu beaucoup de gens malheureux. Il en a rendu un qui était heureux pendant 5 minutes, c'était moi, parce que je me suis dit j'ai peut-être une chance de pouvoir le faire venir pendant 2 heures à Valpré. Et la question que je voulais vous poser, moi j'avais une question parce que ça fait un moment que j'y pense, Emmanuel. On connaît tous des étapes de nos vies professionnelles avec, comme vous, des sorties, volontaires ou non, programmées ou non. Quand vous regardez derrière, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez de cette expérience où vous vous dites si demain matin je remets le contact dans la machine, je repars en erreur. Je sais que
ça sert à rien de réécrire d'histoire, mais peut-être surtout pour nous devant, comme cadeau que vous nous faites. Est-ce qu'il y a quelque chose où vous nous dites, voilà, si demain je repars, parce que là vous êtes entré dans un fond, mais je pense que vous avez 1000 vies possibles encore devant vous, qu'est-ce que vous partez avec quel petit cadeau? Vous voyez, pas amertume, mais au contraire, envie de grandir. Oui. Pour moi, c'est exactement dans le mot que vous venez d'utiliser. Cynthia Fleury a écrit un bouquin il y a, je ne sais plus, 1 an ou 2, qui s'appelle Si J la mer. Je vois des têtes qui abondent dans ce sens. L'amertume est un poison. Et c'est ça le cadeau qu'il faut se faire à soi-même. Je veux dire, c'est un poison. Ça a été un privilège absolu de travailler pour cette entreprise pendant 23 ans. Enfin, jamais j'ai imaginé en la rejoignant qu'on arriverait à aller aussi loin dans l'ouverture de la voie. Après, moi je suis grimpeur, alpiniste, se prendre des vols, comme on dit, ça fait partie de la vie, quoi. On ne grimpe pas sans engagement. Quand on est au-dessus des protections et qu'on tombe, facteur de chute 2, mais ça fait partie de la vie. Ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Tout dépend de la représentation que vous avez de la montagne que vous grimpez. Si c'est pour être au sommet d'une pyramide qui soit la plus haute possible et y être tout seul à décider de tout, oui, mais j'espère qu'on est tous dans cette salle convaincus que c'est pas ça qui fait, en plus, il fait froid. le sel de la vie, quoi. Donc, pour moi, c'est le chemin même, l'objectif, quoi. C'est cette voie. Je ne finirai jamais de l'ouvrir. Elle sera ouverte par d'autres bien après. Il y en a d'autres qui l'ouvrent en ce moment. Et c'est juste la joie collective d'avancer dans un truc qui a du sens. Voilà, donc c'est surtout pas d'amertume, juste de la reconnaissance pour ce qui a été vécu et de l'envie de continuer à construire plein d'autres choses. Et si vous avez une baguette magique, votre rêve dans 10 ans, c'est quoi? Je sais pas du tout, j'ai pas de baguette magique non plus. Non, j'espère simplement qu'on aura... voilà, moi comment dire, j'ai le privilège aujourd'hui de pouvoir réinventer ce que je vais faire de cette décennie 55-65 ans. Peut-être que je meurs demain et c'est très bien comme ça, mais de vivre comme ça tous les jours, on a l'impression que ça peut s'arrêter demain. Ça fait très très longtemps que je vis comme ça. Je ne me serais jamais autorisé ce privilège. Il se trouve qu'il m'a été accordé, et donc je serais évidemment très soigneux, on va dire, à honorer cette capacité à inventer les années qui viennent, et j'espère à continuer évidemment à creuser les sillons que je creuse depuis si longtemps. Je crois vraiment fondamentalement que l'économie de marché, enfin je vais le dire avec un mot je vais l'oser, c'est comme la démocratie, c'est le pire des systèmes, mais à l'exception de tous les autres. Et donc je suis un fervent convaincu du fait que l'économie de marché, si elle est capable de trouver ses propres systèmes de régulation, y compris sur la propriété privée, mais pardonnez-moi, on n'a pas trouvé mieux la propriété privée. J'adorerais, dans 10 ans, qu'on ait réussi à comprendre qu'il ne peut pas y avoir de propriété privée, d'appropriation sans expropriation, c'est juste une réalité, renvoie à James Scott, l'agriculture et tout ce que vous voulez depuis 10 000 ans, mais que du coup ça donne à ceux qui sont en situation de propriété privée l'absolue nécessité de prendre en compte le fait que cette propriété fait partie des communs. C'est la tragédie des communs. Si on attribue à la propriété privée ce sens sacré qui fait que mes intérêts privés sont indépendants du bien commun, mes biens privés, on va dans le mur. Donc la réalité, c'est d'arriver à se convertir nous-mêmes tous, que le privilège que nous avons d'accéder à la propriété privée, il vient avec la responsabilité de les préserver pour les communs. Parce qu'au fond et au bout du bout, ce sont des biens communs. Merci. Emmanuel Faber, on vous souhaite une belle prochaine ascension. Merci beaucoup, c'est déjà parti.